Voilà, bonjour à toutes et à tous. Toujours pour celles et ceux qui nous ont rejoints, soyez donc les bienvenus dans cette dernière ligne droite, allez, quatrième édition du Forum économique breton. Toujours réagir avec le hashtag FEB 2023 ou FEB, ça marche aussi bien sûr. Toutes les informations, je fais la promotion du site, excellent site fe-breton.bzh, j'adore dire .bzh, je trouve ça vraiment très 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 satisfaisant. Et vous mettez vos téléphones en mode silencieux pour la bonne qualité de nos échanges, bien entendu. On va parler accompagnement des entreprises dans les bouleversements qu'elles traversent, bouleversements qui sont nombreux, accompagnement sur les sujets de l'emploi, du recrutement, des ressources humaines. On vit dans une période évidemment de changement rapide, on ne fait que de le dire depuis hier matin. Vous le savez pertinemment et sans précédent, qui remet en question et transforme de manière prégnante notre relation au monde du travail. Et pour affronter ces bouleversements majeurs auxquels les organisations font face, eh bien, transformation numérique, défis environnementaux, évolution sociale ou sociétale, le monde de l'entreprise doit donc démontrer sa capacité à s'adapter avec agilité et responsabilité. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup en ce moment. Acteur de l'économie, créateur d'emplois, promoteur d'innovation et de progrès social, le monde de l'entreprise se définit aussi comme ceci et donc doit maintenant, et non seulement assurer son propre avenir, mais agir aussi comme catalyseur pour la société dans son ensemble. Et pour en parler avec nous cet après-midi, bien sûr, et pour nous éclairer sur les actions engagées, les maturités, les collaborations fructueuses, mais aussi les points d'achoppement, on va le découvrir ensemble. Merci d'accueillir nos trois grands témoins, Miss Youn, Alain Roumillac et Jean Basser. Bonjour à tous les trois, je vous laisse vous installer confortablement, pas de plan de table, on fait les choses simplement en Bretagne et particulièrement à Saint-Malo, ce forum économique. Je vais vous présenter évidemment tous les trois rapidement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Miss Youn, bonjour, vous êtes directrice générale adjointe en charge des ressources humaines pour SNCF Réseau, SNCF Réseau qui gère le réseau bien sûr ferré français. Vous entretenez, vous modernisez, vous commercialisez l'accès à ce réseau pour l'ensemble des entreprises ferroviaires, de voyageurs et de marchandises, bien sûr, clients et fret également. Quelques chiffres clés, 27 entreprises ferroviaires, voyageurs et fret, 15 000 trains commerciaux en circulation chaque jour, 250 000 tonnes de marchandises transportées au quotidien. Et vous me compléterez, bien sûr, par d'autres métriques pour donner une dimension de ce que représente SNCF Réseau aujourd'hui. À vos côtés, Alain Roumillac. Bonjour, monsieur Roumillac, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de la région Europe Sud chez Manpower Group. Ce sont vos nouvelles attributions maintenant pour ce territoire qui vous concerne. Objectif de Manpower très très clair, faire converger les intérêts des entreprises avec ceux des talents. On parle des talents aujourd'hui, créer des liens significatifs entre direction des ressources humaines, managers et candidats pour leur permettre de contribuer pleinement aux grandes transitions, aux grandes mutations qu'on évoque évidemment depuis hier matin avec conviction. Et enfin Jean Basser, bonjour monsieur Basser, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général Pôle Emploi qui est l'agence publique française chargée de l'emploi. Changement de nom à venir, on va en parler avec vous, ça va se passer dans quelques mois, dans quelques semaines. La mission n'a pas changé, mission principale, acteur central du marché de l'emploi en France, agissant bien sûr comme intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Service pour les entreprises aussi, il n'y a pas que pour les demandeurs d'emploi, recrutement, aide financière et conseil bien sûr en ressources humaines. Quelques chiffres clés 2022 qui m'ont intéressé, 59 191 collaborateurs hors volontaires en service civique, 4,4 millions de personnes inscrites à Pôle emploi qui ont retrouvé un emploi, 83,5% des demandeurs d'emploi satisfaits de leur accompagnement par Pôle emploi et 82,8% des entreprises satisfaites des services de Pôle emploi, 6 millions, quasiment 6 millions d'entretiens réalisés en agence. Première question, Jean Basser, je me tourne vers vous assez naturellement. Le 7 juin dernier, avant l'été, le gouvernement présentait son projet de loi plein emploi. On en parle aussi beaucoup en ce moment, dont on a des objectifs qui visent à ramener le taux d'emploi de 7 à 5. On va vers le plein emploi, c'est l'objectif du gouvernement. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? Vision, pragmatisme ou vœu pieux ? D'abord, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je participe à ce forum et je suis assez impressionné par tout ce qui s'y passe, même si c'est un peu cruel quand même de nous faire intervenir
avec en fond de salle une invitation à faire autre chose peut-être que travailler. Vous serez libéré tout à l'heure, l'invitation est lancée. Oui, mais un maillot. sauf si le train est maillots très en retard, mais Samissou verra. Ça ne soit pas le cas, je pense qu'on ne pourra pas faire les deux. Bon, non, merci pour l'invitation. Et je suis ravi que les équipes de Pôle emploi, que je salue d'ailleurs, soient largement associées à cet événement. Alors, pour répondre à votre question, vous seriez surpris si je vous indiquais que j'étais en désaccord de fond avec un projet du gouvernement, mais il se trouve qu'en fait, je considère que c'est une initiative très importante. Parce qu'il faut avoir en tête que l'objectif de plein emploi, alors il y a des débats sans fin des économistes, qu'est-ce que c'est que le plein emploi, mais le jour où on est à 5%, on n'en sera quand même pas très très loin. Il faut avoir en tête que depuis 40 ans, on n'est jamais descendu en dessous de 7% de chômage. Et qu'on est d'ailleurs un des seuls pays européens dans cette situation. Et donc on mesure l'ampleur du défi. Et l'objet du projet de loi, il y a eu des réformes du marché du travail, les ordonnances dites Macron. On a eu après la réforme de l'apprentissage, de la formation. On a eu plusieurs réformes de l'assurance chômage. Et là, on s'attaque à un autre sujet, qui est la manière, vous l'avez évoqué, dont on accompagne concrètement les demandeurs d'emploi et surtout les entreprises. Et la philosophie de ce projet de loi, et c'est pour ça que moi je m'y reconnais pleinement, c'est la conviction que naturellement, pour aller vers le plein emploi, il faut mieux accompagner les entreprises. On aura l'occasion, je pense, d'en parler, mais aussi, et c'est quelque chose qui émerge plus fortement dans le débat public, s'occuper davantage des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Et j'en dis un mot, même si on est plutôt avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, il faut qu'on ait conscience collectivement, je parle des bénéficiaires du RSA par exemple, qu'on est en échec collectif. Un seul chiffre, quand on regarde les gens qui ont bénéficié du RSA, 7 ans après, il n'y en a que 32% qui sont en emploi, et un tiers seulement de ces 32% sont en emploi durable, ce qui est le signe d'un gâchis économique et surtout social. Et ce projet de loi, il met clairement en évidence la nécessité de s'attacher à ce projet. Alors est-ce que ce chiffre, c'est pas l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire il y a une communication très forte, 7 à 5, plein emploi, etc. Ça veut dire qu'on oublie les gens qui sont très très loin de l'emploi aujourd'hui? Non, parce ils sont perdus, ils sont passés à travers la raquette, ceux-là? Non, au contraire, parce que si on veut passer de 7 à 5, il est clair qu'il faut que les personnes les plus éloignées de l'emploi retrouvent un travail. Donc il revient au centre, à mon avis, du dispositif. Alors le projet de loi, soyons prudents parce qu'il a été adopté par le Sénat, il a encore des discussions de l'Assemblée nationale, et il va encore sans doute bouger dans ses contenus, mais on voit bien qu'il y a quand même quelques éléments structurants, notamment un principe qui est posé d'universalité. Alors c'est un objectif, c'est une ambition, après on verra si on a les capacités ou pas de l'atteindre, que tous les demandeurs d'emploi qui cherchent un emploi puissent être accompagnés dans les meilleures conditions et que toutes les entreprises qui souhaitent être accompagnées le soient. Et on sait qu'on n'est pas aujourd'hui en capacité de le faire. On pose le principe d'un accompagnement renforcé pour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et on s'attaque aussi à la gouvernance. On a une gouvernance qui est aujourd'hui assez complexe. Il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur de l'emploi. On ne remet pas en cause leurs compétences. Les régions, la formation, les départements, le BRSA, l'action sociale, le service public de l'emploi et beaucoup de partenaires privés. Mais on essaie de mettre les conditions pour que la collaboration fonctionne. Et il y a une idée qui est finalement un peu révolutionnaire, pour moi qui suis dans ce secteur depuis 12 ans maintenant, c'est que c'est peut-être plus gratifiant de trouver des solutions que d'avoir des conflits de territoire. Et si on arrive à faire ça, on marquera un progrès extrêmement important. Donc oui, c'est une initiative importante. Il faut voir comment elle se concrétise dans les prochaines semaines au débat parlementaire et surtout, qu'est-ce qu'elle va permettre de décliner en termes de dynamique. Bon, ce projet de loi plein emploi, on continue à le commenter avec vous, Alain Roumillet. Quel regard vous portez, bien sûr, depuis Manpower? De quoi parle-t-on quand on parle plein emploi chez vous, chez Manpower? Même définition que Jean Basser, vous inscrivez dans le sillage de ces propos-là? D'abord, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, donc on est assez alignés, je crois, avec Jean, ce qui parfois m'a valu le fait de penser que j'étais un peu faillot avec Pôle emploi. D'abord, premier sujet, moi je crois que cette bataille de l'emploi, on la gagnera en travaillant tous ensemble, acteurs publics de l'emploi, collectivités locales, donc les régions, potentiellement le ministère, et un certain nombre d'acteurs privés comme nous. Nous, on a cette capacité, c'est aussi de travailler au travers de notre réseau de 700 agences, avec 40 000 clients, bien comprendre ce que sont les besoins immédiats. Et nous, ce qu'on essaie de faire, en particulier à travailler avec tous ces acteurs, c'est de bâtir ou de définir quelles sont les compétences dont les gens ont besoin pour pouvoir travailler. Ce qui fait que d'ailleurs, nous, tous les ans, on va former cette année entre 40 et 50 000 personnes pour leur donner parfois ces quelques heures ou ces quelques jours de formation qui permettent de les mettre à l'emploi. Donc je pense qu'on partage ce point de vue qui est à 7%, vous n'êtes plus très loin de mettre à l'emploi tous les gens que vous pouvez mettre à l'emploi
et certains clients me disent « et sans être trop regardant ». Donc ça veut dire que maintenant, on va taper dans le dur. Et pour revenir sur le point que Jean a bien exprimé, je crois qu'on a fait le choix dans ce pays, considérant qu'il n'y aurait pas de boulot pour tout le monde, c'est de dire finalement on va mettre le paquet sur l'indemnisation. C'est pas trop la peine d'accompagner des gens parce que finalement on va ne faire que les frustrer parce qu'il n'y aura pas de job pour eux. Les temps ont changé. Espérons d'ailleurs qu'ils continuent à changer parce que de toute façon on ne passera pas à 5% de taux de chômage si on n'a pas une croissance économique qui soit suffisamment robuste pour pouvoir toujours créer des emplois. Donc il faut travailler effectivement sur l'accompagnement. Il faut qu'on s'associe, donc les entreprises, encore une fois, des acteurs privés de l'emploi, des acteurs publics de l'emploi, en particulier aussi tous les bailleurs de fonds, en particulier sur la formation. Et Dieu sait si c'est aussi un environnement un peu complexe dans lequel il faut naviguer pour pouvoir accompagner toutes ces personnes vers l'emploi. Je citerai un exemple qu'on a avec Pôle emploi où donc voilà, Pôle emploi nous a délégué le suivi d'un certain nombre de personnes qui disent on ne peut pas travailler parce qu'on a des problèmes de santé, ce qu'on appelle le parcours emploi-santé. Ce que vous vous rendez compte, c'est que ces gens-là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sait comment aborder ces sujets. Voilà, donc on a travaillé ensemble, on a bâti des consortiums avec des acteurs de santé, nous, des entreprises. Et ce qu'on se rend compte, et on a d'ailleurs, y compris là-dedans, un certain nombre de bénéficiaires du RSA, c'est qu'au bout de 6-8 mois, il y en a 30% que vous êtes capable de remettre dans une dynamique positive. Donc c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de bâtir. Je crois qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris qu'est-ce qu'il faut faire. On est dans la voie de le faire. Il va falloir le mettre en œuvre et il va falloir aussi avoir des conditions économiques suffisamment propices pour qu'on puisse y arriver. Bon, une loi plein d'emploi ambitieuse qui va évidemment s'attacher à aller chercher les personnes éloignées de l'emploi, on l'a bien compris, création d'emplois durables, lutter évidemment contre l'inclusion, peut-être aussi contre la fracture des compétences, on pourrait y revenir rapidement, et puis avec une attention peut-être particulière pour la jeunesse, on n'a pas encore employé ce mot de jeunesse, et puis d'une population qui est souvent peu qualifiée. On y reviendra sans doute. Jean-Bastien, je voudrais qu'on revienne avec vous aussi sur la façon dont vous percevez ce marché du travail, comment est-ce qu'il a évolué aujourd'hui, et puis quelles sont les grandes tendances que vous observez au niveau national et bien sûr déclinaison locale. Je sais qu'il y a, je parle sous votre contrôle, des chiffres qui sont sortis ce matin à 7h30, peut-être pour le 3e trimestre, il faut nous dire. Oui, c'est les chiffres sur l'emploi salarié qu'a sorti ce matin à l'INSEE. Bon. C'est la consolidation du 2e trimestre, je crois, mais j'ai un petit doute. Ça sort du four, hein, là, Oui, clairement. mais ça confirme ce qu'on sait aujourd'hui. Alors c'est plus facile toujours de parler du passé que de l'avenir en matière d'économie. Mais ce qu'on a observé quand même, c'était une très bonne surprise, c'est que l'activité et le marché de l'emploi a très, très vite reparti après la levée des restrictions sanitaires. C'était une énorme surprise. Personne n'aurait pensé que les choses aillent aussi vite. Et c'est quand même, à mon avis, l'effet des mesures qui avaient été prises sur l'activité partielle. Grande différence avec la crise de 2008 et les mesures de soutien aux entreprises. Donc aujourd'hui, depuis cette sortie de crise, on observe des bonnes tendances sur le marché du travail, même s'il y a un léger fléchissement depuis quelques semaines. Tous les indicateurs du marché du travail sont aujourd'hui bons. Le chiffre que vous citez tout à l'heure permet de dire que depuis la crise, on a créé 1 200 000 emplois salariés nouveaux. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a des offres d'emploi qui n'ont jamais été aussi importantes. Pour ce qui est de Pôle emploi, mais je pense qu'Alain pourra le confirmer, 12 derniers mois, on fait 4 300 000 offres. On était à 3 300 000 avant la crise. Le nombre de demandeurs d'emploi diminue et le chômage, il est à 7,2%. Donc tous ces indicateurs sont bons. Ça, c'est la première tendance. La deuxième, et c'est ce qui marque beaucoup, j'imagine, les entreprises qui sont présentes, c'est les tensions de recrutement. Jamais les entreprises n'ont été autant en tension de recrutement. On le mesure avec un indicateur annuel de l'enquête BMO. On a 61% des entreprises qui considèrent que leur projet de recrutement est rendu difficile. Donc tout l'enjeu, c'est s'assurer que cette activité économique ne bute pas sur la pénurie de main-d'œuvre. Et pas que l'industrie, et pas que l'industrie agroalimentaire. Non. Tous les secteurs sont confondus, et Michel pourra nous confirmer. Vous citez quand même deux secteurs qui sont particulièrement touchés. On pourra ajouter le BTP, oui. On pourra ajouter la santé et les transports, tant bien voyageurs que marchandises. Et puis la troisième caractéristique qu'il ne faut jamais oublier, c'est la disparité territoriale. Ces chiffres globaux nationaux, ils cachent quand même des évolutions très différenciées entre le Cantal, qui est, je crois, à 4% de taux de chômage, et un département qui nous est cher, au directeur régional de Pôle emploi et à moi, qui sont les Pyrénées-Orientales, qui est à 11,7%. Donc voilà, donc il y a des grosses disparités. Et vous ne m'avez pas interrogé sur l'avenir. Je vous en remercie, parce que vous connaissez la célèbre phrase « Dieu a créé les économistes pour que les météorologues se sentent moins seuls ».
On a aujourd'hui... On a parlé de prévision avec le sous-gouverneur de la Banque de France ce matin. Enfin bon, eux, ils parlent de prévision. Alors croissance et inflation. Sur 2023, ils tablent tous à peu près sur une stabilisation du chômage. On est d'accord. Sur 2024, ils sont plus contrastés à ce stade dans l'analyse. Modéré. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup frappé les économistes, c'est que l'emploi a progressé plus vite que l'activité. L'emploi, c'est-à-dire que les emplois salariés ont augmenté plus vite que le PIB, ça veut dire que la productivité a baissé. Et il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur les causes de cette baisse de la productivité. Et selon la réponse qu'on apporte à cette question, on peut avoir des évolutions plus ou moins compliquées. Et là, il apparaîtrait, d'après les dernières sorties de l'INSEE de ce matin, que activité et emploi se rejoignent, donc on revient à quelque chose de plus classique. Mais l'avenir est... Ça a été dit à l'instant, quand même, il y a des incertitudes macroéconomiques internationales et il faut être prudent. Sur la Bretagne, alors, j'aimerais dire que c'est le meilleur taux de chômage des régions, presque. C'est le deuxième. Il y a une guerre traditionnelle avec les Pays de la Loire. Mais mes collaborateurs m'ont expliqué que les nouvelles corrections vont faire que peut-être la Bretagne sera là. Mais en tout cas, c'est un très bon taux de chômage. Allez pas nous créer un incident diplomatique le dernier jour du Forum économique breton. Non, mais c'est une pure réalité des... Je sais. On parle des herbiers tout le temps, les herbiers en Vendée. Bon, très bien. Nous, on parle du Cantal. Donc c'est très bien, vous avez on parle de Vitré, nous, tout le temps. Bon, très bien. Quand on veut parler de Pôle emploi, on parle de Vitré. Non, mais les créations d'emplois sont importantes. Le nombre de chômeurs diminue. Le chômage est à un niveau quand même extrêmement satisfaisant. On est proche du Pôle emploi, du plein emploi, pardon. Très bien. Lapsus, c'est un peu très lapsus. Intéressant. Mais ça, un lapsus encourageant. Oui, très bien. Il va falloir garder le même nom, en fait. Et on a des diversités territoriales qui restent fortes. On parlait de Vitré, mais si on regarde d'autres régions, on a des taux de chômage inter-Bretagne qui sont 2 fois plus importants. Donc on a à la fois des zones de plein emploi et des zones qui sont plus en difficulté. Bon, alors on reviendra peut-être sur le baromètre Manpower, mais aussi avec vous dans un instant, Alain Roumiac. Je voudrais avoir la vision de Missou. Missou, côté SNCF Réseau, comment est-ce que vous regardez ce marché, et ce marché évidemment de l'emploi et du recrutement? On vous a un peu tendu effectivement la question du recrutement chez vous, prégnante. Comment ça se passe côté SNCF Réseau? Alors je vais replanter un peu le décor. SNCF Réseau, c'est 56 000 oui, merci collaborateurs. De me compléter. Et l'année dernière, nous avons recruté 2200 personnes sur tout le territoire. Et cette année, c'est 2600 collaborateurs que nous cherchons. Et sur 3 grands métiers, c'est juste pour bien comprendre. On a les métiers de la circulation ferroviaire, vous savez, les fameux aiguilleurs du rail. Les métiers de la maintenance et travaux, c'est les personnes que vous voyez habillées en orange sur les rails, ceux qui réparent la voie, qui changent le ballast, qui font les traverses, qui réparent les caténaires. Et puis les métiers de l'ingénierie. Voilà. Il y a des spécificités à ces métiers. La circulation, on travaille en 2-8, en 3-8, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la maintenance et les travaux, c'est forcément quand les voies ne sont pas circulées, donc souvent la nuit. Eh bien, nous avons, je pense, tous vécu collectivement, puisque quand on regarde un petit peu les mémoires individuelles, les 10 dernières années font un peu foi, on vivait tous un peu dans l'imaginaire d'un chômage important quand même, au-delà de 10%, ou qui tutoyait les 10%. Et ça crée un rapport au candidat qui a été quand même très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. C'était un rapport de sélection. Nous, SNCF, et SNCF Réseau y compris, on vivait sur notre marque employeur, nous avions nos candidats et nous pouvions choisir parmi un panel de candidats qui se présentaient. Aujourd'hui, on a toujours des candidats. En revanche, il faut davantage les séduire. On est vraiment passé de la sélection à la séduction et c'est un rapport qui est tout à fait différent et qui est tout à fait différent pour nos RH, mais qui est tout à fait différent aussi pour les managers, qui ne sont plus du tout dans la même posture. Les candidats sont devenus beaucoup plus volatiles. Donc même à 7%, le rapport au marché du travail des candidats, des personnes qui sont en recherche d'emploi, a complètement changé. Ils sont volatiles pendant le processus de recrutement. Je peux avoir confirmé à quelqu'un qu'il est recruté, c'est ferme, il a son CDI, c'est acté, et j'en ai 10% qui s'évaporent. Il peut être volatile aussi dans les premiers mois qui suivent le recrutement. Et là, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus ces dernières années. J'ai des personnes qui arrivent, qui prennent leur contrat, qui se forment. Et puis la formation chez SNCF, c'est vraiment, c'est très important. Et puis c'est technique, on investit, on donne de soi, et qui, quelques mois après, s'en vont. On est passé de 15% de départ dans les 12 premiers mois en 2015 à quasiment 30%. On a été à 30% en 2020. Et aujourd'hui, on est à 26-27% sur les métiers de la circulation. Vous perdez beaucoup d'argent, Missou ?
Ça veut dire Ça qu'en vous coûte effet, je beaucoup d'argent, parce que recrute là, des vous gens, avez je cessé les pour les paye, gens je qui- les forme, ils s'en vont. et en effet, ils s'en Bon, vont. Dans la très bien. circulation ferroviaire, c'est un phénomène qui est tout à fait prégnant et qui nous préoccupe. Ça veut dire voilà, que par rapport aux candidats et aux jeunes salariés, il faut qu'on change nos pratiques et qu'on revoie nos façons de travailler, de les accueillir, de les amener à rester chez nous. Alors juste une question, si à 7% vous devez les séduire, à 5% c'est eux qui vont vous recruter. Et vous savez, on a un peu l'impression que parfois c'est nous qui sommes en période d'essai. D'accord, non mais c'est d'accord, ok, très bien, parfait. Comme ça les choses sont claires. Un mot, Alain Roubiac, rapidement, on reviendra évidemment avec vous, Missou, sur le SNCF Réseau. Baromètre, Méos, qu'est-ce que vous constatez dans le sillage de ce que vient de dire? Même tendance, même chiffre, et quels sont les secteurs qui vont recruter là? Alors d'abord, on a un baromètre d'intention d'embauche qui reste à un niveau anormalement haut. Bon. Et moi, je l'interprète, et donc qu'il ait été haut en sortie de Covid, quand ça recrutait de façon très importante, on voit bien aujourd'hui quand même que le nombre de recrutements a un peu baissé. Moi, je l'interprète de la façon, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne réussissent pas, c'est ce qu'on a évoqué, à recruter autant qu'elles souhaiteraient recruter. Ou il faut qu'elles recrutent plus parce qu'elles ont plus de turnover. Donc ça, c'est un phénomène qui est important. Et pour revenir sur le sujet de Missou, ce qu'on a, nous, on fait régulièrement des études sociologiques pour essayer d'aider nos équipes à conseiller nos clients sur ce qu'il faut faire. Donc, post-Covid, il y a une accélération d'un certain nombre d'éléments et qui sont absolument critiques et qu'il faut intégrer pour ensuite pouvoir attirer ces candidats. Parce que, en gros, ce qu'on est plus ou moins en train de se dire, c'est qu'à 7%, encore une fois, on n'est pas loin du plein emploi des gens qui sont employables. Donc, et à 5%, ça ne changera pas fondamentalement. Donc, on en est là. Donc, tous ceux qui ont la compétence, ils le savent, qui sont sollicités. Donc, premier sujet qui devient absolument critique, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Voilà. Et je cite un exemple, dans l'étude qu'on avait fait au printemps. Alors, il ne faut pas prendre l'élément en tant que tel, mais il y a 35% des gens qui vous disent « je suis prêt à baisser mon salaire de 5% pour passer à la semaine de 4 jours ». Alors, on ne dit pas si c'est à 32 heures, c'est bon, peu importe. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui disent « non mais moi, gagner moins pour travailler moins, ça me va ». Finalement, facilité. Et ben, du coup, on a fait une campagne sur le sport. On a fait une campagne, Barbara fait de l'aiguillage le matin et l'après-midi va surfer. Voilà, typiquement, on regarde ce qui plaît aux candidats et ce qui, chez nous, pourrait les attirer pour leur donner envie de venir. Et puis, on est obligé vraiment de se poser cette question au fond de qu'est-ce qu'un candidat a envie de savoir sur moi, entreprise, alors qu'avant, je me posais la question de qu'est-ce que j'ai envie de dire au candidat sur ce que j'attends de lui. Donc j'ai revu toutes nos offres de fond en comble, toutes nos offres d'emploi. Hein. Il faut savoir que par exemple la SNCF, on avait un petit peu cette culture qui était de dire vous avez déjà bien de la chance d'être chez nous, vous vous engagez chez nous, vous allez pouvoir accepter un certain nombre de choses, notamment qu'on vous dise pas l'endroit où vous allez travailler au moment du recrutement, parce que vous devez être mobile à 150 km. Trop Ça, convaincu que votre Ça, marque c'est fini. employeur suffisait à elle seule. Exactement, exactement. Et puis, oui, exactement, c'était complètement ça. Donc maintenant, on affiche les lieux d'embauche, les salaires, ce qu'on ne faisait pas. Et puis, on retravaille sur le libellé de nos offres pour dire, mais nous avons une offre logement, nous avons des avantages liés à notre entreprise, les billets de train. Et ça, on le rappelle aux candidats, mais aussi aux salariés. Parce que nos salariés, comme je vous dis, sont devenus volatiles aussi dans les premiers mois. Et leur dit, mais attendez, restez, vous ne savez pas ce que vous loupez. Voilà, donc on est obligé de réfléchir à qu'est-ce que les salariés, qu'est-ce que les candidats ont besoin de savoir pour tenir dans la durée. Dans ma question, merci Missou, dans ma question, Jean, il y a peut-être ce qui reprend un peu les fondamentaux de cette loi plein emploi. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'emploi ou c'est l'accompagnement des entreprises qui recherchent des talents et qui arrivent, je pense que qui ont du mal à les garder. C'est clairement les deux. Accompagner ceux qui sont éloignés de l'emploi, on l'a vu, c'est une condition pour aller vers le plein emploi. C'est le moyen, il faut le rappeler quand même, de rétablir, baisser le chômage, taux de retour à l'emploi, équilibre des finances publiques. Et ça, on ne le fera que si on arrive à faire en sorte que ces personnes retrouvent un travail. Ce qui est en plus le meilleur moyen de favoriser leur épanouissement. Parce que derrière tout ça, moi je trouve qu'il y a un gâchis collectif énorme, de millions de personnes qui sont durablement au bord de la route. Donc je pense qu'on ne peut pas imaginer de faire l'un sans l'autre. Et il faut vraiment travailler sur ces deux pieds. L'objectif de ce projet de loi, travaillons sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus éloignés, dans une notion d'engagement.
C'est un peu du donnant-donnant. Tu seras davantage accompagné, on attend de toi aussi un engagement supplémentaire. Et puis tout ce qu'on doit faire vis-à-vis des entreprises. Il y a notamment cette idée très forte que l'offre de service du service public de l'emploi, qu'il faut continuer à améliorer, elle n'est pas assez connue des entreprises, des plus petites d'entre elles. Il y a une ambition d'aller vers les entreprises. On parle de l'aller vers, on parle souvent des demandeurs d'emploi, et je pense que l'aller vers les entreprises, il est essentiel. Et il faut absolument qu'on se donne les moyens d'aller vers les entreprises, d'avoir des gouvernances qui permettent de passer plus à l'opérationnel. Moi, je reste convaincu, par exemple, qu'on peut progresser collectivement, région pour l'emploi, dans la qualité des formations qu'on choisit. On a des taux de retour à l'emploi après formation qui ne sont pas, à mon avis, à hauteur des enjeux financiers qu'on met. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en musique, mais il ne faut pas du tout opposer l'accompagnement des entreprises et celui des demandeurs d'emploi. Bon, alors sur l'accompagnement des entreprises, est-ce que vous voulez justement, est-ce que vous les accompagnez, est-ce que vous les aidez dans des méthodes de recrutement alternatives? Autrement dit, quels conseils vous leur donneriez aujourd'hui pour mieux recruter? Je ne vais pas dire le candidat, mais les compétences, le savoir-faire, le savoir-être, c'est un peu tout ça qu'on demande aujourd'hui à quelqu'un qui va vous rejoindre. On a commencé à en parler. Alors je vais être modeste dans les conseils parce que je connais les difficultés des entreprises et je sais toutes les frustrations qu'elles connaissent aujourd'hui. Donc je ne veux pas apparaître comme celui qui donne des conseils parce que ça serait un peu facile. Mais le premier conseil, vous venez de l'évoquer, il faut qu'on renonce quelquefois au candidat idéal, qu'on s'intéresse à des compétences de base, à des savoir-faire, et on sait qu'on a les moyens, si celles-ci sont présentes, de faire une formation assez courte qui permet d'avoir un premier prix dans l'entreprise. Le deuxième sujet, mais vous l'avez évoqué vous-même, comment on recrute autrement? Il faut innover, Missou l'a dit, dans les techniques de recrutement. On passe d'une logique de sélection, j'aime bien l'expression, à une logique de séduction. Nous, à Pôle emploi, on a mis en place différentes choses originales qui ont été présentées ce matin, d'ailleurs, dans le cadre d'un lab. Vous avez tout ce qu'on peut faire autour des job dating un peu nouveaux, des job dating inversés. Réunir des demandeurs d'emploi, des recruteurs, de manière anonyme, leur faire du sport le matin, qu'ils se découvrent, et que l'après-midi, ils se rencontrent pour parler au boulot. Ça marche très très bien. J'ai vu ce matin les CV recruteurs, puisque pour que l'entreprise séduise, il faut aussi qu'elle réfléchisse à la manière dont elle se présente. Et chaque agence de Pôle emploi a une capacité imaginative forte. Moi, je suis incapable de vous citer tout ce qui se fait. J'ai vu ce matin qu'à Morlaix, on a mis en place de la plage vers l'emploi, en mêlant des activités d'intérêt général le matin et du jointing. Donc tout ça, il faut qu'on le fasse. On a les méthodes de recrutement par simulation qui marchent bien. On sélectionne les gens, non pas sur des parcours, mais sur des compétences. Et moi, j'insiste et je me tourne vers les entreprises sur l'immersion. Il faut vraiment qu'on puisse permettre à des personnes de venir en immersion courte en entreprise, soit avant un recrutement, pour observer la personne dans son univers de travail futur et de mesurer un peu ses aptitudes, ou pour découvrir un métier. Et je fais de la pub pour un service numérique qu'on a sorti, qui s'appelle Immersion Facilitée, qui met directement en relation des candidats à l'immersion et les entreprises. C'est un petit effort pour l'entreprise, parce qu'il faut quand même s'occuper de la personne, mais c'est court, une immersion, maximum un mois, mais ça produit des résultats très importants sur le retour à l'emploi. Donc il faut innover, c'est ce qu'on appelle, nous, recruter autrement. Et on est là, effectivement, pour y aider. Puis le troisième conseil, je ne parle pas de la marque employeur, on en a déjà parlé, c'est quand même essentiel. Ben, c'est tout simplement un conseil très intéressé, qui est mobiliser plus Pôle emploi. Moi, je suis frappé par le fait que je pense que dans cette salle, il y a quelques entreprises qui ont une image, disons, mitigée de Pôle emploi. Et quand on regarde nos taux de satisfaction des entreprises aujourd'hui, c'est 86%. C'est même un peu plus, on a progressé par rapport à 2022. Et donc, ça veut dire qu'on a une difficulté à bien faire connaître tout ce qu'on peut faire. Donc, je dis aux entreprises qui sont là, testez-nous. Testez notre service de dépôt en ligne. On l'a modernisé. Il est fluide, il offre des nouvelles fonctionnalités. Ça vous permet, par exemple, quand vous déposez une offre, de savoir exactement et vite comment elle se positionne par rapport au marché du travail. Testez un engagement qu'on a pris, qui s'appelle Action Recrute. Si au bout de 30 jours, une offre déposée à Pôle emploi n'est pas satisfaite, on vous recontacte, on propose une solution. Cette opération, on l'a évaluée, parce qu'on adore évaluer les opérations qu'on mène. C'est une réduction des abandons de recrutement de 15%. J'évoquais tout à l'heure les techniques de recrutement, on peut les voir, mais on a mis des viviers en place dans chaque agence pour les métiers en tension dont on a parlé, pour identifier des personnes immédiatement disponibles, motivées, qui ont les compétences de base ou qui peuvent les acquérir avec un truc. Et il y a les semaines, je suis en Bretagne, là on fait des semaines thématiques, la semaine de l'agroalimentaire sous le patronage du DR Bretagne, c'est 13-18 novembre, des tas d'opérations pour faire découvrir les métiers et pour inciter et faire découvrir des opportunités. Donc il faut que vous ayez vraiment le réflexe Pôle emploi. Je sais qu'on a de la conviction à faire, mais vraiment je veux qu'on nous teste.
on ne peut pas avoir un tel écart entre une image externe et des taux de... Alors, ce n'est pas nous qui avons la mesure de la satisfaction, hein, c'est un organisme tiers. Et c'est 86% C'est que vous évoquez. 86%. Alors, Il y a 86%, effectivement c'est qu'on a des marges de progrès, mais voilà. Donc, c'est ça les 4 conseils rapides que je donnerai aux entreprises. Merci mon cher Jean. Alors, nouvelle forme de recrutement, vous parlez d'innovation, vous parlez d'immersion, immersion bien réelle. Alain Robillac, immersion virtuelle, comment les nouvelles technologies, peut-être l'intelligence augmentée pourra aider les recruteurs à court, moyen terme là. On a des vrais sujets au côté algorithme et data. Alors, en particulier, d'abord, ça permet d'avoir accès à un vivier de candidats plus large, parce que vous n'êtes pas obligé de faire venir physiquement les candidats. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire des interviews de personnes qui sont à quelques centaines de kilomètres, qui sont prêts ensuite à venir, mais qui ne perdent pas 1 ou 2 journées pour vous voir. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, les algorithmes sont en train de permettre de faire une meilleure sélection donc d'un vivier de candidats. Donc jusqu'à un passé récent, éventuellement vous faisiez une offre, si vous étiez comme SNCF Réseau très attractif, vous receviez des milliers de CV, et puis d'ailleurs vous aviez des gens qui n'étaient quand même pas très heureux dans les services recrutement et qui faisaient du tri de CV, et puis qui disaient tiens, ces 15-là, ils doivent à peu près correspondre. Et puis après, c'est là qu'on faisait le vrai travail pour aller essayer de comprendre quelle était la personne qui avait les meilleures compétences. Aujourd'hui, et donc ça, obligatoirement, vous étiez limité. Aujourd'hui, avec la technologie, vous avez à avoir tendance à faire une annonce virtuelle, essayer d'avoir le maximum de candidatures possibles, ensuite avoir des outils à base d'intelligence artificielle qui vont vous aider à faire le scan et qui vont vous dire, voilà les 15 meilleurs. Mais que vous en ayez 100, 1000, 10 000, 100 000, c'est le même travail. Donc plus vous aurez de candidats d'ailleurs, plus vous aurez sans doute une sélection qui sera donc la plus intéressante. Et enfin, troisième sujet, c'est le sujet de l'immersion. Jean l'a dit, il y a une partie très significative des candidats et de la population qui ne sait pas se projeter dans un projet, qui ne connaît pas les métiers. Donc, après, soit on fait visiter un certain nombre d'entreprises, c'est lourd, on ne peut pas le faire non plus, encore une fois, à l'échelle. Donc, et on a développé, y compris avec Pôle emploi, un certain nombre d'outils qui permettent de faire une première immersion dans l'entreprise au travers de casques de réalité virtuelle. Et ensuite, que les gens nous disent, là encore, ça permet de sélectionner en disant, tiens, là-dessus, le bâtiment, la logistique, pourquoi pas, ou l'agroalimentaire. Et là, on va dire, on va commencer, en tout cas, pour aller faire des immersions dans les domaines dans lesquels le candidat, au travailleur de moyens virtuels, nous aura dit qu'il est le plus intéressé. Donc voilà un certain nombre d'outils aujourd'hui et qui sont déjà en place et qui vont permettre, à mon sens, donc aux entreprises d'avoir accès à beaucoup plus de candidats avec un effort relativement limité, et de pouvoir donner aux candidats une meilleure vision de l'entreprise, de pouvoir se projeter. Et bien sûr, sur le sujet de la marque employeur, bien sûr, tout ce que vous pouvez faire sur l'aspect digital est aussi un sujet très important. On performe évidemment le recrutement via ces nouvelles technologies. On a évoqué le sujet de la formation. Jean, vous disiez il y a quelques instants, effectivement, qu'elle booste et qu'elle peut faciliter le recrutement à la sortie de cette formation. Imaginez, et puis je vous ai lu, Alain Robillac, évidemment, sur le sujet du développement de ces campus, de ces mini-campus au sein des entreprises. Qu'est-ce qui se joue côté SNCF Réseau? Est-ce que vous avez des campus de formation, des SNCF Réseau Academy, je ne sais pas comment vous les appelez, pour former les gens au sein de vos entreprises, je dis, pour mieux les attirer et les garder? Oui. On a en effet une promesse importante à la SNCF, c'est de dire chez nous, vous avez un parcours professionnel. On a 50% de nos cadres qui ont été recrutés au niveau exécution, au niveau maîtrise chez nous. Et ça, c'est une promesse qu'il faut qu'on tienne dans la durée, parce que c'est vraiment quelque chose qui est notre signature à nous, SNCF Réseau. Donc, on a lancé 3 campus ultra-modernes, territoriaux, donc à Lyon-Saint-Priest, à Bordeaux-Bègles, enfin je cite, en fait, la vraie ville, c'est Saint-Priest, Bègles et à Nanterre, qui sont des campus ultra-modernes, avec de la réalité virtuelle, avec des simulateurs, avec des pédagogies inversées, qui visent du coup à former les personnes qui nous rejoignent chez SNCF Réseau. Il faut savoir que pour devenir opérateur signalisation ferroviaire,
Donc un métier qui est destiné en fait à des personnes qui ont un bac pro électrotechnique. On a 2 ans de formation dans nos campus. 2 ans de formation, donc nous payons la personne comme un salarié et elle se forme 2 ans en alternance dans nos campus et dans les établissements. Et ensuite, il faut qu'on entretienne cette compétence tout au long de leur vie. Donc ces campus, ils font aussi de la formation continue en permanence. La GPEC, fameuse GPEC qu'on entend partout, gestion. Alors je voudrais quand même revenir sur quelque chose parce que nous formons, mais nous avons quelque chose aussi que nous ne pouvons pas faire sans Pôle emploi, c'est former des personnes qui n'ont pas les compétences, justement, toutes prêtes à l'emploi lorsque nous les recrutons. Et ça, pour l'électricité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et finalement, Pôle emploi, tu parlais tout à l'heure, Jean, de l'image que Pôle emploi pouvait avoir auprès des entreprises jusqu'alors. Au fond, quand je parle avec les managers de SNCF Réseau, ils me disaient, c'est vrai, avant, Pôle emploi nous amenait des profils en nous disant il faut quand même que vous élargissiez un petit peu votre sourcing. Mais en fait, ils avaient le choix, mes managers. Donc pourquoi aller chercher des gens plus éloignés, pas tout à fait en adéquation avec les besoins? Donc on faisait ça, on faisait quelques opérations de RSE, en fait, avec Pôle emploi à l'époque, mais ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, pour notre survie, pour nos besoins, pour notre croissance, nous avons besoin de travailler davantage avec Pôle emploi et notamment de mobiliser des dispositifs qui sont très puissants. Je pense à un en particulier, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Moi, Pôle emploi me permet d'aller chercher des publics qui peuvent avoir eu, dans leur passé, lointain parfois, une expérience en électricité, un bac pro qu'ils n'ont pas du tout transformé en métier d'électricien, fait plein de métiers, mais qui aujourd'hui se disent je suis prêt à me remettre à jour. Moi, SNCF Réseau, je ne sais pas proposer ça. Je ne sais pas mettre à jour des gens sur un niveau bac pro électrotechnique. Pôle emploi, en 400 heures, c'est, avec l'OPCO, souvent, mettre à jour des compétences en électricité. Et derrière, moi, je sais, du coup, les former sur les métiers du ferroviaire. Et aujourd'hui, je suis passée de 1 préparation opérationnelle à l'emploi à 7 cette année et beaucoup plus, j'espère, encore les années suivantes. Bon, les attirer, les fidéliser aussi, ça interroge. On n'a pas encore utilisé ce mot depuis le début de nos échanges, ou en tout cas, ça interpelle, ça challenge les managers chez vous, qui font parfois des nouveaux métiers. Ils ont été très décriés pendant un moment, les managers intermédiaires. Il y avait des grands apologistes de la désintermédiation, il fallait horizontaliser tout ça, etc. Aujourd'hui, on a besoin des managers intermédiaires pour accompagner justement ces talents et les garder. Vous leur demandez beaucoup à ces managers? Ils sont indispensables et chez nous, on les aime. On ne les a pas décriés, nos managers intermédiaires. Je ne parlais pas de SNCF Réseau particulièrement. Donc nos managers intermédiaires, on les aime, mais ils sont essentiels en effet pour attirer et pour fidéliser. Et là-dessus, pour se donner les clés de la fidélisation, on a besoin de donner de la connaissance aux managers sur ce qui fait que les gens peuvent venir et nous quitter. Et moi, j'avais des gens qui me disaient jusqu'à maintenant, non, mais c'est parce qu'on n'est pas compétitif au niveau rémunération. Je me suis dit, c'est quand même étonnant. Ça ne peut pas être la seule solution. Dans le monde du travail, on ne quitte pas souvent un emploi pour le seul motif de la rémunération. Donc depuis 1 an, on fait systématiquement des enquêtes de démission. Et on a été chercher tous les motifs de démission. Ce qui est assez courageux et lucide. Quelque part, il faut pouvoir se regarder dans le miroir quand on fait ça. On se dit, on va jusqu'au bout. Notre premier sujet n'est pas la rémunération. Notre sujet, ce sont les parcours professionnels. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et c'est là-dessus que les managers ont un rôle. Un rôle pour donner de la perspective, pour dire quel est le coup d'après, à quoi on se prépare, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les années qui viennent. Ce n'est pas de la grande RH, c'est des choses très opérationnelles. Et là, c'est un vrai rôle managérial. Jean Bassère, ce qu'on est en train de se dire, là, c'est que les gens quittent les entreprises parce qu'ils s'ennuient. Parce qu'à un moment, on n'a pas réussi à leur proposer un parcours de formation interne, un parcours de promotion. Et Dieu sait qu'ils sont possibles côté SNCF Réseau. On pourrait le détailler, mais on n'a pas le temps. Parce qu'on ne leur propose pas, on ne leur donne pas à manger. Oui, non, je crois qu'il y a beaucoup de causes et d'explications. Il y a quelquefois quelques exagérations sur les grandes démissions, etc. Donc il faut savoir raison garder. Je crois qu'il y a un effet Covid qui a un peu tous changé notre relation au travail, quand même. On le voit bien. Pour autant, les causes sont dire. Alors, je suis un peu gêné pour en parler parce qu'à Pôle emploi, il y a assez peu de démissions. Pas de turnover chez vous. Ça prouve que la RH interne est adaptée. Non, mais je crois aussi parce qu'il y a cette notion à laquelle je crois beaucoup, moi. Alors, il y a les rémunérations, bien sûr, du sens et du management. Moi, la chose dont je suis peut-être le plus content à Pôle emploi, on a fait pas mal de réformes, c'est d'essayer de développer une culture qui est la culture de la confiance. Et je pense que pour nos grandes organisations, si on continue à rester dans des modes un peu traditionnels, hiérarchiques, si on ne mobilise pas l'intelligence des acteurs, s'ils n'ont pas plus de marge de manœuvre, là, vous allez les voir partir. Et donc, il faut qu'on travaille fondamentalement, mais c'est ce qu'a dit Missou, sur le management. Et moi, je crois beaucoup au management intermédiaire. C'est d'ailleurs, objectivement, à Pôle emploi, le métier le plus difficile. Vous êtes entre le marteau et l'enclume, vous subissez toutes les injonctions contradictoires,
Moi, les responsables d'équipe en agence, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour eux, parce qu'ils font un travail très dur. Donc il faut les conforter, mais il faut leur laisser des marges de manœuvre. Notre enjeu, moi je crois qu'il est beaucoup. Il y a toutes ces grandes réformes qu'on fait les uns les autres, on est content de faire des réorganisations. On ne s'intéresse pas assez aux conditions concrètes de fonctionnement de nos institutions et du management et des relations interpersonnelles. Et c'est là-dessus que vous pouvez, à mon avis, gagner beaucoup en fidélisation. Bon, Missou, ça ne tient pas au fait qu'en France, on a beaucoup une culture que le management est une récompense et non pas une compétence. Je ne sais pas si c'est une culture en France. J'ai l'impression qu'on le constate beaucoup ici. Je ne sais pas si c'est on a cette culture de la récompense. En tout cas, je n'ai pas ce niveau d'analyse. Ce qui est certain, c'est que le management doit évoluer en permanence et s'adapter aux besoins des salariés également, aux attentes des salariés. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a peut-être changé fondamentalement, c'est quel leader nous voulons dans nos entreprises aujourd'hui. Et je pense que le leader d'aujourd'hui est bien différent du leader d'hier. Et c'est pour ça aussi que chez SNCF, alors la groupe, de façon générale, on a tous collectivement travaillé à un modèle de leadership, qui est celui sur la base duquel nous assessons, nous évaluons nos potentiels managers pour s'assurer qu'ils détiennent, ou tout au moins qu'ils développent les compétences dont nous avons besoin pour nos managers, ceux d'aujourd'hui et ceux qui font notre compétitivité. Avec des exigences de plus en plus fortes, notamment sur ce besoin de sens qu'on évoquait, de l'attente de ces nouveaux collaborateurs. Rapidement, parce que je vois que le temps file. Moi, alors... Très honnêtement, avant de préparer cette table ronde, je me suis dit Manpower et Pôle emploi ensemble sur la même scène, à la même table ronde. Je vois pas, enfin, très différents, des cultures très différentes, des appartenances très différentes. En fait, vous bossez ensemble. En fait, vous travaillez ensemble. Non, mais on le sait pas, on le dit pas assez. Comment vous bossez tous les deux là ? Comment vous travaillez ensemble au service de ce plein emploi ? D'abord, on essaie de s'organiser. Et je pense que ça nécessite un travail que Pôle emploi fait de son côté. Nous, on a fait une autre. Moi, je dis souvent, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier. Il y a 10 ans, on était un problème. Aujourd'hui, on est plutôt une solution. Bon. Et je crois qu'on a compris ensemble, avec les équipes Pôle emploi, qu'en travaillant ensemble, on était plus fort, quelles que soient les compétences des uns et des autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord signé une convention nationale, donc ensemble, il y a un peu plus d'1 an. Ensuite, Jean a fait l'amitié de venir à Dijon où nous avons dit on va signer maintenant des conventions régionales. Et on a signé les 13 conventions régionales. Et ensuite, maintenant, ça se passe. Mais au niveau de la région, il ne se passe pas encore grand-chose. Il faut que ça se passe au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque agence, que les agences se connaissent. Et en particulier, ici, on fait donc je pense, un remarquable travail ensemble sur un sujet très compliqué dans le domaine des industries agroalimentaires. Voilà, où les équipes, ensemble, avec leur savoir-faire, leurs angles de vue qui sont obligatoirement différents, travaillent au service de l'écosystème des entreprises locales. Voilà. Juste, je crois qu'on a compris qu'ensemble, on serait plus fort. Jean, un mot là-dessus, dans cette coopération inattendue, en tout cas, voilà, qui surprend. J'aime bien votre question parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont tendance à opposer le secteur public, le secteur privé, l'intérim. Un peu trop naturellement. Alors que fondamentalement, on est complémentaires. Et moi, je n'oublie pas que pour les personnes qu'on accompagne, l'intérim est dans beaucoup de cas une solution, y compris pour l'emploi durable. C'est quelque chose qu'il faut peut-être redire. Et donc, oui, on travaille beaucoup ensemble. On a les mêmes difficultés souvent, hein, les tensions de recrutement. On les subit les uns les autres. On échange sur nos méthodes. Nous, on apprend de l'intérim. On est, par exemple, en train d'utiliser aujourd'hui des outils d'évaluation des compétences des candidats. C'est un axe de progrès important pour nous. On a pris des outils qui sont utilisés par des enseignes d'intérim parce qu'ils sont là et ils marchent. Donc, on a à apprendre et on met beaucoup d'actions en place. Moi, je crois que de toute façon, et c'est l'esprit de la loi France Travail, c'est la collaboration entre acteurs qui fera le succès. La bataille, elle va se gagner au niveau territorial, au niveau du bassin d'emploi. Et si tous les acteurs sont de bonne foi et de bonne volonté au niveau d'un bassin d'emploi, on trouvera des solutions. Et cette région, pour moi, c'est un motif d'optimisme. Et ce forum est un motif d'optimisme. Parce qu'en Bretagne, les gens ont appris historiquement à travailler, collaborer ensemble. Et donc, on parle de l'intérim, on pourrait parler des missions locales, de Cap Emploi, du secteur de l'insertion par l'activité économique. Le nombre des acteurs est là. Si on arrive à trouver une dynamique où, encore une fois, on sort de cette logique de territoire, de rancœur historique qui a pu exister à un certain moment, on va faire des progrès. On a une chance quand même historique. Moi, ça fait 12 ans que je suis DG de Pôle emploi. Je préfère être confronté à des tensions de recrutement qu'à de l'augmentation du chômage de masse. Donc c'est une opportunité. C'est une opportunité de l'inclusion.
Ces personnes en situation de handicap, ces jeunes qui étaient déboussolés après le Covid, on a mis en place des dispositifs. On a mis en place le contrat d'engagement jeune. On s'est rapproché de Cap Emploi. On a une offre de services intégrée. On met en place des solutions qui nous permettent aujourd'hui de considérer que ce fameuse affirmation à laquelle je crois profondément, personne n'est inemployable, il faut qu'on puisse la traduire concrètement pour des millions de personnes qui restent aujourd'hui en dehors de notre... Je rappelle quand même que le RSA, c'est 550 € par mois. Qui peut considérer qu'on vit dignement avec 550 € par mois? Si la personne, on l'accompagne et qu'elle puisse trouver un emploi, même un emploi rémunéré dans un premier niveau de rémunération, bon, on franchira collectivement un progrès considérable. Et encore une fois, on va améliorer l'économie française. Si on n'augmente pas le taux de retour à l'emploi, si on ne baisse pas le chômage, si on n'améliore pas nos comptes publics, et quel meilleur moyen pour améliorer les comptes publics que d'augmenter les cotisations? Avec un sujet insertion notamment, et on aurait pu évoquer le durcissement de la réglementation ESG qui va pousser les entreprises bien sûr à travailler sur ces sujets d'insertion. Rapidement. C'est une chance parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui des entreprises, de leur image, de leur sens. L'insertion, moi j'ai parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait des politiques d'insertion active, ça a amélioré aussi beaucoup l'image, la marque employeur et la fierté des collaborateurs. Et moi j'invite les entreprises qui sont là, qui ne l'ont pas fait, parce que c'est assez récent, il y a des clubs qui se mettent en place dans chaque département, les entreprises s'engagent, qui sont là pour aider ceux qui veulent s'engager dans cette démarche à la réussir. C'est une chance, l'inclusion. Alors Roumiac, rapidement, très rapidement, je voudrais qu'on parle des green jobs, ces emplois qui vont contribuer notamment aux transitions énergétiques, et SNCF Réseau a quelques sujets là-dessus. Vous pourrez en dire un mot, Missou, 15 secondes, peut-être, et 15 secondes aussi pour vous, Alain. De qui on a besoin? Est-ce qu'on a les bras et les cerveaux disponibles sur ces sujets aujourd'hui en France, où il va falloir travailler sur la formation, bien entendu, la qualification? Alors moi, je pense qu'il y a un domaine dans lequel on n'aura pas les cerveaux, et on n'est pas parti pour les avoir, c'est que les transitions écologiques et numériques nécessitent un nombre d'ingénieurs que ne produit pas aujourd'hui en France. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Et comment on fait alors? Ce qu'il faut... C'est l'immigration? C'est comment on fait? Non, mais là-dessus, je pense que ce ne serait pas très compliqué. D'abord, il faudrait peut-être remettre encore plus en avant donc les matières scientifiques. Puis il faut ouvrir plus de postes sur... quand je vois, en particulier les entreprises industrielles, tout ce qu'elles vont devoir faire pour décarboner, elles vont avoir besoin de compétences extrêmement importantes sur ces sujets-là. Bon, mais ça, on va dire c'est essentiellement, majoritairement, un problème d'éducation nationale. Pour le reste... Les entreprises sont déjà en train de se transformer. Et donc aujourd'hui, on appelle green job des jobs qui sont une évolution de jobs qui existaient déjà. Voilà. Et moi, je voudrais juste terminer. On regarde tous les problèmes qu'on a. Et on a raison parce qu'on a besoin de progresser. Mais il faut aussi qu'on regarde, comme Jean l'a dit, le progrès qui a été fait sur ces dernières années pour améliorer l'emploi, pour améliorer l'insertion. Alors, on ne l'a pas évoqué, mais par exemple, on a aussi réduit, par exemple, de façon assez significative, le taux de chômage, par exemple, des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, d'ailleurs, le fait qu'on y ait des tensions fait qu'on va vers des publics auxquels on n'a pas l'habitude d'aller, on fait plus d'insertion et on fait plein de bonnes choses. Bon, 15 secondes de Missou. Par contre, sur les green jobs, alors vous avez des attentes très fortes sur la transition énergétique à SNCF Réseau et des besoins forts. On ne peut pas attendre la formation d'une génération à l'éducation nationale. Ça va faire un peu long, là. La transition énergétique n'a pas le temps, là. On l'incarne, en fait. SNCF Réseau incarne la transition écologique. Notre objectif à nous, c'est du report modal de la route vers le ferroviaire. Donc, aujourd'hui, nos métiers, par essence, contribuent au développement durable. Ça fait partie de notre marque employeur. C'est aussi ce qu'on apprend à encore davantage valoriser auprès, justement, des candidats qui sont en recherche de chance et qui se disent, si moi, j'ai envie de contribuer à quelque chose d'important pour la France, où est-ce que je peux aller? La solution, ça peut être SNCF Réseau. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez les cerveaux disponibles pour mettre les camions sur les trains? Je dis que nous avons ce motif d'attractivité. Ça n'empêche qu'en effet, il est important pour nous d'avoir suffisamment d'ingénieurs parce que l'ingénierie chez SNCF Réseau, c'est un vaste pan de notre activité et qu'il faudra s'assurer que nous ayons suffisamment de compétences dans le temps et que nous-mêmes, nous sachions développer leurs compétences en interne. Donc oui, c'est un défi. Missou, Alain et Jean, on peut les applaudir tous les trois. Merci beaucoup pour vos expressions, vos témoignages. Merci pour votre présence dans, évidemment, ces bouleversements que connaissent nos entreprises et les solutions pour les accompagner. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente fin de journée. Le forum se poursuit, encore d'autres séquences, d'autres tables rondes, tout sur fe-breton.bzh.